Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Prêt à débriefer de cette saison de Ligue 1, de faire mes tops et mes flops. Mais juste avant, j'ai une petite annonce, je vous promets, ça va durer quoi? Une minute. Donc comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert mon shop vêtements sur Utip. Donc voilà, Utip me permet de faire ça. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement pour entreprendre, créer, me diversifier et puis découvrir quelque chose, même si j'ai déjà eu une boutique de vêtements en ligne, c'était pas les miens en fait, et puis ça me permet de m'épanouir de plus en plus en fait, de tester des nouvelles choses. Donc là pour l'instant il y a une gamme sur les vêtements, ce sont les logos en fait qui sont là, il y a 8 couleurs de logos, à chaque fois je les ai mis sur tous les vêtements qui étaient disponibles hors vêtements enfants pour le moment, et puis par contre au fur et à mesure je vais en créer d'autres, mais ce sera pas sur tous les vêtements. Typiquement je pense à des t-shirts j'ai mal à mon foot, où ce sera uniquement sur les t-shirts parce que sur les pulls ça rendra pas joli. Donc vous avez 8 couleurs de logos, à chaque fois il y a plusieurs couleurs par type de vêtements et par logo, surtout par exemple le vert là il n'est pas disponible qu'avec cette couleur là. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, à le partager si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît pas, écoutez, je peux comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que comme je l'ai annoncé, en fait il y a quelque chose qui existe sur Utip qui est générer un lien vidéo, et en fait ça me permet de sortir une vidéo sur Utip un jour avant par exemple sur YouTube. Donc ça changera rien pour YouTube, les vidéos sortiront le jour où elles doivent sortir, par contre elles sortiront un jour en avance sur Utip, et ceci est bien entendu gratuit. Pour ça il suffit de vous créer un compte tout simplement et de me suivre sur Utip, et puis ça va remercier en fait les gens qui regardent des pubs par exemple. Donc pas la peine de débourser d'argent, juste je les sors en avant pour remercier les gens qui me suivent sur Utip et regardent des pubs. Voilà une annonce courte, je vous l'avais promis, et on est parti. Et avant de faire mes tops et mes flops, je vais d'abord faire un bilan de cette saison Ligue 1. C'est une saison pour laquelle j'étais vraiment hypé, je sais pas vous, mais moi j'étais vraiment hypé. Et alors avant qu'on entre dans les débats, je rappelle que c'est mon bilan, je vais y apporter bien entendu des arguments et essayer d'être cohérent, mais en aucun cas vous n'êtes obligé d'être d'accord avec moi. Et il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, et c'est bien. Par contre, quand vous faites un débat avec quelqu'un et que vous n'êtes pas d'accord, que vous regardez un débat de deux personnes qui ne sont pas d'accord sur la manière dont se sont passées les choses ou sur l'approche qu'il faut avoir pour arriver à tel objectif, c'est-à-dire rendre la Ligue 1 meilleure, il n'y a pas qu'un seul moyen, qu'une seule manière. Certains préfèrent des entraîneurs pragmatiques, d'autres des entraîneurs qui visent plus le jeu, certains du jeu plus défensif contre-attaque, d'autres du jeu plus offensif, et chacun aura des arguments. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a raison ou a tort, ou quelqu'un doit gagner le débat. Le débat, c'est pas forcément fait pour être gagné, c'est fait pour exposer ses idées et que les gens puissent choisir un petit peu ce qu'ils préfèrent. Mais il n'y a pas forcément de gagnant, ou surtout il n'y a pas forcément quelqu'un qui a plus raison que l'autre, c'est juste la manière qui est différente. Voilà, ça me semblait important de le rappeler. Et donc pour cette Ligue 1, j'étais très hypé parce que c'est une Ligue 1 déjà qui a plus d'argent, et c'est une Ligue 1 qu'on voyait aller de mieux en mieux. Et malheureusement, c'est une Ligue 1 qui globalement m'a déçu. Alors je dis bien globalement parce qu'il y a des choses où je suis satisfait, il y a des choses qui m'ont surprise, mais globalement oui. Et la première déception, c'est la locomotive. Il n'y a pas eu de locomotive en fait, le PSG est trop loin devant. Et ça, c'est pas de la faute du PSG, c'est de la faute des autres clubs qui doivent accrocher le wagon. Mais par contre, il y a un truc qu'on peut reprocher au PSG sur la locomotive, c'est les performances européennes. Et ça a un lien pour moi avec la Ligue 1, puisque les contre-performances européennes du Paris Saint-Germain font que peut-être que tu te dis si le PSG n'y arrive pas, comment nous on peut y arriver, ou peut-être que tu te dis on joue le PSG, c'est cool, mais ils sont bons qu'à être bons en championnat. Il y a des possibilités. Après tu peux le prendre dans le sens inverse, c'est-à-dire le PSG n'y arrive pas, nous on va montrer qu'avec moins de moyens on va y arriver. C'est une possibilité, mais moi j'estime que c'est raté. Et aussi les deux Olympiques, Lyon et Marseille, qui ont des prétentions de podium. Alors c'est réussi pour Lyon, mais de quelle manière? Voilà, c'est raté pour l'OM, et surtout c'est beaucoup trop loin. Ils n'ont jamais accroché la locomotive. Le wagon n'a jamais accroché la locomotive Paris Saint-Germain une seule fois de la saison, en dehors de la première journée. Après c'était fini, enfin je veux dire au bout de 5-6 journées c'était déjà terminé. Donc du coup c'est compliqué, s'il n'y a pas de locomotive, la Ligue 1 peut pas progresser en fait aussi vite qu'on l'espère. Donc l'autre chose qui a été déceptive, c'est la course au podium, qui était une fausse course au podium, c'est-à-dire que finalement le PSG a été champion, Lille a été deuxième assez vite, et même Lyon, je pense pas qu'on ait vraiment eu peur pour Lyon. Même si derrière ça poussait, et notamment Saint-Etienne qui a fait une belle saison, mais je pense pas qu'on ait vraiment eu peur pour Lyon. Donc du coup cette fausse course au podium qui était presque jouée pratiquement tout le long de la saison, enfin voilà, malheureusement enlève de la hype à notre Ligue 1, je trouve. Ça enlève du piquant en haut de tableau. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un manque de fraîcheur globale sur les bancs au niveau des entraîneurs, c'est-à-dire qu'on s'enlise, il y a un enlisement global dans les idées de jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de choses qui sont tentées, on reste sur certains acquis, on reste sur certaines personnes, sur des bancs Ligue 1, et on reste surtout sur les mêmes noms. On n'ose pas vraiment, alors là ça va se produire l'année prochaine, par exemple avec
l'arrivée de Silvinho à l'Olympique Lyonnais avec Juninho en directeur sportif, mais sinon il y a que trop peu de clubs qui tentent, et surtout qui tentent des noms d'entraîneurs peu connus, et je trouve ça un petit peu dommage quand je pense à des clubs de haut de tableau, à que malheureusement il faille faire plaisir avec des noms qu'on connaît déjà. C'est redondant et je trouve qu'on tourne en rond, donc ça manque de nouveautés, de fraîcheur sur les bancs de Ligue 1. Et tout ça contribue à nous donner un spectacle qui est décevant, je trouve, vu à la télé ou vu des tribunes. C'est décevant pour moi, vraiment. Il n'y a pas d'accroche, c'est-à-dire que le spectacle, c'est la première ligue au jour d'aujourd'hui. C'est aussi, quoi qu'on en dise, la Bundesliga qui est très spectaculaire comme championnat. Le calcio un peu moins. La Liga, oui, puisqu'il y a des équipes qui sont belles à voir jouer. Et c'est surtout du fait qu'on manque d'intention, en fait. C'est-à-dire que, je veux dire, en Liga, beaucoup d'équipes qui accueillent, par exemple, ou qui vont au Barça ou le Real, vont tenter des choses, un pressing haut, vont tenter de jouer vite, vont tenter d'exécuter des choses qui vont faire mal à l'adversaire. Et là, il y a beaucoup d'équipes qui, quand elles jouent le PSG, si on a match nul, c'est déjà cool. Je trouve ça très décevant, donc c'est un manque d'ambition qui nuit au spectacle grandement. Et ce qui nuit aussi au spectacle, c'est aussi l'interdiction des déplacements des supporters. Et ça, je trouve ça chiant à fond. C'est-à-dire que c'est bon, c'est mort, on n'a plus de bataille de supporters, on n'a plus de supporters adverses qui viennent encourager leur équipe, et il n'y a plus rien là-dessus. Alors quand je dis bataille de supporters, c'est bataille vocale, bien entendu, des chants qui se contestent les uns les autres, et ça c'est inadmissible. Ça me gonfle, on n'écoute plus les supporters dans les clubs quasiment, les ultras passent pour des purs casseurs alors que pas du tout, c'est du grand n'importe quoi. La désinformation à ce niveau-là est tellement immense, donc je mets tout mon soutien sur les groupes de supporters qui malheureusement doivent subir ça et ne peuvent plus suivre et encourager leur équipe partout en France comme ils le faisaient avant. Et alors après, je vais quand même mettre 2 points positifs. On a eu quelques belles surprises cette saison en Ligue 1, j'y reviendrai dans mes tops notamment, mais vu que je vais citer que 3 équipes, vous verrez, c'est dans mes tops, je mettrai quand même des petites mentions à la fin pour certaines personnes ou certains clubs que j'ai pas pu citer, parce qu'ils n'ont pas été choisis de peu, mais voilà, c'est mes choix. Mais en tout cas, quelques bonnes surprises et surtout quelques équipes qu'on a vues en progression depuis le début de saison, et ça fait extrêmement plaisir. Et je tiens à saluer par exemple le parcours de Rennes, qui même s'ils auraient dû faire mieux pour moi face à Arsenal, était bon parce qu'on voit que les clubs de Ligue 1, cette année se sont totalement éteints en Coupe d'Europe, et sincèrement ce ne sont pas les 2 huitièmes de finale de Ligue des Champions qui vont changer quelque chose pour moi. Je vous invite à revoir le parcours de poule de l'Olympique Lyonnais, voir la façon dont s'est fait éliminer le PSG. On regarde le parcours de poule de Bordeaux et de Marseille qui sont ignobles. Seul Rennes a un petit peu sorti la tête de l'eau. Monaco, c'était terrible, vraiment une saison à chier, et notamment au niveau européen, mais voilà, seul Rennes a réussi à sortir la tête de l'eau. Donc du coup, ça n'aide pas la Ligue 1 à briller aux yeux des autres championnats et aux yeux de l'Europe, surtout quand on voit qu'il y a des équipes néerlandaises qui arrivent plus loin, qu'il y a des équipes portugaises qui arrivent plus loin, qu'il y a des équipes russes qui peuvent arriver plus loin, et que nous, qui sommes en France et qui regardons et suivons la Ligue 1, prétendons que notre championnat est supérieur au leur, prétendons qu'une équipe comme l'Ajax, passer de l'Ajax à un club de Ligue 1, ce serait une progression. Alors en dehors du PSG, ce serait pas une progression. Encore, quand je dis en dehors du PSG, c'est en termes de budget, de taille de club, et pas forcément de résultats, notamment cette année. Donc non, ce serait pas vraiment une progression. Donc il faut vraiment se remettre en question là-dessus, parce que c'était vraiment moche. Et puis de l'attention pour le maintien quand même, il faut le dire. Voilà, il y a quelques équipes qui étaient concernées par le maintien. Même si pour Guingamp, moi je voyais mieux au niveau du jeu, je sentais du mieux par rapport à d'autres équipes. Malheureusement ça n'a pas été ça, mais sinon il y a eu de la tension et de la lutte pour le maintien, même si encore une fois ça manque d'ambition, et peut-être notamment dû à ce qu'on trouve sur le banc. Je pense à Dijon, je pense à Caen, je pense à Toulouse par exemple. C'est problématique quand même. Bon, je crois qu'on a fait assez longtemps sur mon petit bilan, n'hésitez pas à me donner le vôtre, et on va passer au top et au flop. On commence par les flops, et la place de numéro 3, j'en ai attribué 2 en fait, c'est les 2 Olympiques, Lyon et Marseille, je l'ai expliqué. Pour moi, c'est manque d'ambition, manque de régularité en fait dans le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les équipes jouent 2 fois le PSG dans l'année. Donc ça justifie pas que les équipes soient à 30 ou 40 points du Paris Saint-Germain, c'est impossible à justifier. Non, ça manque d'idées de jeu, ça manque de régularité, ça manque d'engagement, ça manque de plein de choses, de beaucoup trop de choses. Donc j'espère que les changements d'entraîneur vont faire la différence. Pour l'Olympique de Marseille, j'espère que ça va permettre enfin de travailler correctement avec Zubizarreta, au moins que ça fasse une certaine cohésion de travail avec Zubizarreta.
Et puis, il faudrait peut-être que Hérault arrête d'avoir des idées parce que là, c'est en train de devenir n'importe quoi. Grosse déception pour Marseille et Lyon. Pour moi, c'est 2 flops, même si Lyon finit sur le podium, honnêtement, c'est trop loin du PSG, c'est trop peu ambitieux, surtout quand tu te dis que tu as pris 4 points sur 6 face à Paris en championnat. C'est assez incroyable ce qui se passe, ça doit pas être de la faute de l'entraîneur ou des joueurs non plus, je pense que c'est un tout en fait, c'est de la faute de tout le monde et vraiment il faut avoir plus d'ambition que ça pour Lyon et Marseille, j'ai été déçu là-dessus. Le numéro 2, j'ai mis Bordeaux, clairement, je comprends pas en fait, Bordeaux c'est historique, c'est un club qu'on a souvent vu en haut de tableau, c'est un club qui a été champion de France déjà, et là il n'y a plus rien en championnat, en coupe, il n'y a plus rien du tout, le parcours en Europe, même si ça fait pas partie des Ligue 1, était dégueulasse, il n'y a pas d'ambition, il y a des choix qui sont pas cohérents, il y a une structure de club qui ne va pas, il y a un organigramme qui... c'est un peu bancal, on comprend pas trop ce qui se passe, des choix au niveau des entraîneurs qui sont très bizarres, je veux dire, là c'est plus du manque d'ambition côté Bordeaux, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'est dit, on est dans le ventre mou du tableau, et puis c'est tout, on va essayer de faire ce qu'on peut, et puis voilà. Non, pas voilà, les choix sont hallucinants, je sais pas, quand tu remets en prêt Bernardoni alors qu'il a été meilleur gardien de Ligue 2 la saison d'avant, je comprends pas. Ce club est incompréhensible pour moi, les choix sont incompréhensibles dans tout ce qui se fait. Il va vraiment falloir qu'on m'explique quelle est la ligne directrice de Bordeaux, parce que partis comme ça, ils vont continuer à être 10, 12, 13e pendant les prochaines saisons, et ce sera tout, on s'en fout un petit peu. Et bien entendu, le flop numéro 1, c'est Monaco, un recrutement estival horrible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des choix, mais à quel moment on prend que des jeunes et on les empile comme ça, c'est-à-dire, je prends des jeunes de 16, 17, 18 ans, ils joueront pas, mais je les ai dans mon club. Non, c'est pas ça, c'est pas réfléchi. Des cadres qui ne répondent plus présents, ou moins, j'ai du mal à en vouloir à Falcao, honnêtement, avec la grinta qu'il a, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, on sait pas trop ce qui se passe à la tête du club, qu'est-ce que ça va devenir, qui va avoir le club, quels sont les choix. Au niveau de l'entraîneur, Jardim, c'était le meilleur l'année dernière, là ça devient un clochard qu'on vire. Je sais pas si c'était préparé, j'en sais rien, si c'était fait un scénario dans leur tête, Jardim tu pars, tu reviendras en héros. On accueille Thierry Henry, première expérience d'entraîneur principal. Thierry Henry c'est un mec qui connaît le foot quand même à un moment donné, c'est un mec qui a une réflexion sur le foot, alors peut-être que sa manière, sa pédagogie n'était pas bonne, pas adaptée, ou peut-être que c'est les joueurs qui sont pas adaptés à ce que lui veut, mais on lui a craché dessus, c'est-à-dire que le mec a fait 3 mois, et ça n'a pas fonctionné, mais ça fonctionnait déjà pas avant, et on lui crache dessus. Jardim revient, et là on crache sur Jardim en disant de toute façon, moi j'ai toujours su qu'il était surcoté Jardim, mais vous lui suciez la teub la saison dernière, et là vous lui crachez dessus. Je veux dire, le recrutement hivernal, il y a eu quelques bonnes idées, mais finalement ça n'a pas fonctionné plus, donc au bout d'un moment, c'est peut-être qu'il y a aussi un souci de structure et de choix à Monaco, peut-être certaines personnes qui ne devraient pas être au club et qui sont trop influentes dans certains recrutements et certains choix, c'est une possibilité. La mentalité peut-être qui doit changer dans le club pour véhiculer d'autres choses aux joueurs, ça c'est possible, mais en tout cas c'est un gros flop, c'est du gâchis total, et c'est à ça de retourner en Ligue 2 et de recommencer quasiment à zéro en fait. Donc gros flop pour moi, le plus gros. Au niveau des tops, en numéro 3, j'ai mis 2 clubs aussi, j'ai mis Montpellier et Reims. J'ai trouvé qu'il y avait... Alors Reims, il y a eu une progression tout au long de la saison. Au début de saison, je trouvais ça brouillon, c'est-à-dire que les Rémois jouaient en contre, ça manquait un petit peu de fluidité, défensivement ça manquait d'efficacité, c'est-à-dire que c'était surtout le surnom pour moi qui prenait le pas. Et puis petit à petit dans la saison, ça s'est amélioré. La défense rémoise a été plus efficace et le milieu de terrain a assuré plus de fluidité dans les transitions, et donc ça combiné, ce qui fait qu'on se projette plus vite offensivement, et on a vu de très très belles choses côté Reims, vraiment du jeu rapide qui était efficace. Et alors pour ceux qui n'aiment pas le jeu de contre, tant pis pour vous, mais c'est un jeu qui existe, c'est un jeu aussi qui demande du travail, la preuve avec Reims où ça a progressé au fur et à mesure de la saison, j'ai trouvé, et c'est un jeu qui demande d'être efficace surtout, et ça a été le cas, même si offensivement on en attend encore plus pour la saison prochaine, mais en tout cas je pense qu'il faut continuer là-dessus, il faut continuer sur ces bases-là, et je croise les doigts pour que Reims continue. Et puis Montpellier, parce que pareil, j'ai trouvé une équipe structurée, alors là beaucoup plus prête en début de saison, avec peut-être une capacité en plus à avoir le ballon contre les équipes qui étaient un peu plus faibles, mais pas souvent non plus, mais en tout cas un jeu rapide très intéressant, une défense plus solide dès le début de saison que Reims, qui leur a permis, je pense, d'être prêt plus vite et
d'être plus présent, mais peut-être un jeu qui a stagné un petit peu, qui a montré un petit peu ses limites à des moments de la saison et peut-être baissé. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir côté Montpellier, peut-être que l'équipe actuelle pourrait avoir un petit peu plus le ballon et un petit peu plus d'ambition que le contre. Je dis pas que le contre n'est pas ambitieux, mais avoir le ballon, il y a aussi des qualités techniques autres à avoir au niveau des individualités. Et je tiens à saluer quand même le recrutement du club de l'Hérault, tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui viennent de Ligue 2, et dans une prochaine vidéo j'y viendrai au mercato des joueurs de Ligue 2, et là je vous salue parce que vous avez des très bons joueurs qui viennent de Ligue 2 et que vous avez eu pour pas cher, voire pour gratuit, et ça c'est de très très bon augure pour la suite. Le numéro 2, c'est le rival de Montpellier, c'est Nîmes. La saison nîmoise a été très belle, pleine de surprises. Si je me trompe pas, c'est le plus petit budget de Ligue 1, et alors là on a vu déjà la base. Pour moi, ce qui est de la base du sport, c'est l'engagement, la mentalité aussi de ne jamais mettre l'adversaire en supériorité. C'est-à-dire que les Nîmois, chaque fois qu'ils jouent un match, c'était pour gagner. Il n'y avait pas ce truc de on vient juste faire... Non, c'était pour gagner. Du coup, la combativité, l'engagement était présent. Et on va ajouter à ça certains joueurs qui avaient des qualités techniques nécessaires pour faire la différence. Alors, Savanier, ça coule de source, bien évidemment. Mais moi, j'aime bien Tube, qui est puissant physiquement et qui, malgré tout, a des qualités techniques qui lui permettent d'éliminer les adversaires. C'est sûr que certains vont dire que c'est pas du grand spectacle tout le temps, et ben moi je trouve le contraire, c'est que quand on regarde un match de Nîmes, on ne s'ennuie pas, et ça c'est l'avantage quand même. Et si on s'ennuie pas en regardant le plus petit budget de Ligue 1, bah il faudrait que les autres se bougent un petit peu le cul quoi, parce que c'est pas logique de moins s'ennuyer en regardant le plus petit budget de Ligue 1 qu'en regardant certains budgets qui sont les 2, 3e plus gros budgets de Ligue 1. C'est pas logique du tout. Donc vraiment une mentalité excellente. Sur le terrain, des joueurs et un entraîneur avec des idées de jeu qui sont très intéressantes. Ça sonne bon pour l'an prochain. Je souhaite que Nîmes continue à recruter intelligemment et surtout à continuer ce jeu et à progresser là-dedans pour nous offrir encore de belles surprises l'année prochaine. Et les numéros 1, ce sont les Lillois. Le LOSC qui a fait une très belle saison, même si... J'espère que c'est pas qu'un feu de paille, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vu Lille comme ça depuis un certain temps. Alors bravo à Christophe Galtier, qui je tire mon chapeau, parce qu'il a réussi à Saint-Etienne, il réussit à Lille, encore mieux. Le jeu lillois qui a progressé sur un point, c'est-à-dire que pendant une bonne première partie de saison, je trouvais que c'était uniquement un jeu de contre. Alors avec un milieu de terrain qui le rendait très très fluide, vraiment félicitations à eux. Une défense parfois limitée, mais où ça passe. Et surtout une attaque où ça va très vite. Les transitions du milieu de terrain vers l'attaque, et derrière ça va très vite. Il y a Pépé qui fait la différence, il y a Bamba, enfin il y a du monde pour faire la différence devant. Donc bravo. Et j'ai trouvé que Lille petit à petit sur le jeu posé était meilleur, plus efficace, et donc il y avait de meilleures relations en triangle par exemple dans le jeu court qu'on voyait moins avant, et ça c'est bien, ça prouve la progression des Lillois, et ça prouve que l'année prochaine par exemple quand ils vont affronter des équipes contre lesquelles ils sont dits favoris, des équipes qui vont les attendre plus en défense, ils seront plus efficaces à ce niveau là qu'ils ne l'étaient en début de saison. Donc ça c'est très très bien. Donc encore un coup de chapeau à Galtier, la belle saison lilloise, et je croise les doigts pour eux et pour notre Ligue 1, puisqu'il faut de la concurrence en Ligue 1, même si je suis pour Lyon et je souhaite voir Lyon au sommet, il faut de la concurrence en Ligue 1, ça c'est obligatoire pour rendre le championnat spectaculaire, haletant, avec du suspense, et que ça hype un petit peu plus les gens. Eh bien je souhaite que Lille continue et progresse encore, et que ce soit pas juste une saison comme ça et après tout s'envole. Donc je vous le souhaite, amis lillois. Donc voilà, vous avez mon bilan, mes tops et mes flops. Alors j'ai dû oublier, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas pu tout mettre dans mes tops notamment, et donc je vais saluer le travail à Saint-Etienne de Gasset, de son staff et des joueurs, avec une très belle 4e place et vraiment pas loin du podium pour le coup. J'espère que ça va continuer, qu'ils vont continuer à progresser. Alors je sais que Gasquet continuera pas, je sais qu'il y a eu des histoires où il me semble que Mvila veut que ce soit Printemps sur le banc, sinon il s'en va. Donc je souhaite que l'équipe soit structurée, et même si je suis supporter lyonnais, je le souhaite pour avoir de beaux derbys et un Saint-Etienne compétitif, parce que c'est préférable. Et puis encore une fois pour notre Ligue 1, et vraiment... Voilà, bravo à Saint-Etienne pour le travail de cette année, bravo à Gasset, et je souhaite que ça continue l'année prochaine dans ce sens-là, et que ça aille même jusqu'à progresser pour que ce soit de mieux en mieux et de plus en plus compétitif. Je suis aussi encouragé par la première saison de Vieira sur un banc, même si ça a été délicat par moments, notamment avec certains joueurs. Je pense que la saison prochaine ce sera encore mieux, avec, je l'espère pour lui, un meilleur groupe à Nice. Mais voilà, je pense qu'il y a des idées de jeu qui sont très intéressantes côté Vieira, et que ça demande
qu'à aller plus loin. Il faut saluer aussi le travail de Julien Stéphan, vraiment. Alors, même si c'est décevant, parce que je crois que Rennes a fini 10e ou un truc comme ça, le parcours en Europa League est bon. La victoire finale en Coupe de France est belle, il n'y a rien à dire là-dessus. Au passage, félicitations à Strasbourg pour la victoire dans la Coupe de la Ligue et la saison qu'ils ont fait, notamment certains joueurs qu'on voit très bien comme Kenny Lala. Donc bravo à Strasbourg aussi et à son public qui est merveilleux. Et puis donc pour en revenir à Julien Stéphan, une très bonne saison. J'espère que Rennes ne va pas perdre trop de joueurs. J'espère qu'ils vont garder Stéphan sur le banc. Il y a peut-être au niveau des dirigeants des petites choses qui vont pas côté rennais et qui sont dommageables et qui pourraient freiner le travail et le parcours de Julien Stéphan au club, parce que je trouverais ça vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage que certaines personnes du club viennent entraver la progression de Rennes, qui va jouer l'Europa League l'année prochaine, et je l'espère avec encore plus d'ambition que cette année. Et puis je vais finir sur un petit hommage, une pensée à Emiliano Sala et à sa famille, qui a été la tragédie cette saison en Ligue 1, et on peut que pleurer ce qui s'est passé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner vos tops et vos flops dans les commentaires et à faire votre bilan. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous et parlez de la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.